Bonjour à vous, ici Francis Gendron et bienvenue dans cette émission Districtement Habitat. Alors, pour cette occasion, je me suis entouré d'une équipe absolument exceptionnelle. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue. Bonjour. Bienvenue. Premièrement, à ma gauche, j'ai Benoît Lavigueur. Benoît est un conférencier, consultant, expert et entrepreneur général reconnu en bâtiment écologique. Avec ses entreprises, il s'est vu remettre plusieurs distinctions, dont celui du constructeur de l'année ainsi que de Climate Hero. Pas rien quand même. Il a accompagné plus de 1000 projets écologiques depuis 2005. Il a réalisé 4 projets écologiques personnels, dont 2 maisons modèles expérimentales qui ont été visitées par plus de 5000 personnes. Il est également impliqué dans de multiples comités pour faire avancer la cause du bâtiment durable, en plus d'enseigner les notions du bâtiment écologique chez Solutionnera et Écohabitation. Bienvenue Benoît. Merci beaucoup. William Murray, William travaille comme entrepreneur général depuis plus de 10 ans. Fort de son intérêt particulier en sciences du bâtiment, il s'efforce d'intégrer le meilleur des nouvelles technologies à ses projets, qui varient de construction Passive House à des rénovations et de la restauration de maisons centenaires. Constructeur certifié Passive House, il a réalisé en 2017 avec son équipe la Maison des Sources, qui a été certifiée LEED Platine. Elle fut également la première construction neuve au Québec à atteindre la certification PHIUS, Passive House Institute. Bienvenue. Merci beaucoup. Bienvenue, William. Et Étienne Vigneron, qui est avec nous également. Donc, Étienne Vigneron est charpentier menuisier depuis 2008. Il s'est lancé comme mission de combattre les changements climatiques par l'entremise de la construction écologique. De par sa vaste expérience sur le terrain, construction conventionnelle, rénovation de chantier, chantier de type Earthship, maison en paille et maison haute performance. Il a construit en 2017 sa maison certifiée LEED Platine et suivi la formation de Passive House Institute US. Il est cofondateur de Éconovation avec son associé Simon Gaudreau afin de se spécialiser dans la construction de maisons écologiques à haute efficacité énergétique. Alors, bienvenue, Étienne. Merci de me recevoir. Est-ce que c'est possible de construire, peut-être, je dirais, pour commencer, là, en date d'aujourd'hui, est-ce que c'est possible de construire des maisons qui n'auraient pas besoin de chauffage et de climatisation, même dans le froid québécois, donc ici, par exemple? Ah oui, c'est possible. OK. Absolument, tout est possible. Mais je pense qu'il faut faire attention de ne pas viser des affaires qui vont être très, très compliquées et chères à se rendre. Accomplir. Fait que je pense peut-être d'avoir une maison qui performe 80% mieux, 85% mieux, c'est faisable. On devrait toutes les faire. C'est vraiment pas compliqué à faire. Les derniers 15%, là, surtout dans le chauffage, je pense que ça, c'est compliqué à faire. C'est faisable, mais je pense à quel prix. C'est comme si, dans le fond, techniquement possible, mais pas nécessairement en vaut la peine ou en vaut est-ce que ça vaut vraiment la peine? Et même à la campagne, là, pas toutes les maisons ont une belle vue au sud. Fait que, souvent, on retrouve des gens qui ont un terrain, ils veulent construire une maison, puis ils ont une super belle vue au nord. Moi, je suis un de ceux-là, malheureusement. On ne va pas mettre de fenêtre. Exact. C'est la vue, puis ça fait partie de la qualité de vie. Fait que c'est juste de voir qu'il y a comme un juste milieu. OK. Puis je suis d'accord avec tu sais, la climatisation. Tu sais, pire chose là, que si tu as une canicule qui t'offre 3 semaines, ben peut-être tu vas avoir une nuit ou deux où il va faire comme 27, tu sais, quelque chose comme ça. C'est pas la fin du monde. Mais si tu pognes un froid à moins 40 pendant 3 semaines, l'impact est plus grave. Que ce côté chauffage, c'est de ne pas en avoir du tout. Je pense qu'on se met un cible sur le mur qui n'est pas nécessaire pour ça. Pour le client qui est trompeur un petit peu, parce qu'il dit je veux juste être autonome, c'est comme OK, mais il y a autonome puis il y a autonome. Oui, c'est clair. Je comprends. Il y a autonome dans le sens, justement, s'il fait moins 40, pas d'électricité pendant 3 semaines, l'exemple que tu donnais, bon, ben là, oui, ça se peut que tu vas te mettre une petite laine. Mais tu sais, toutes les autres sont en train de s'en aller à l'école du village pour une génératrice pour survivre. Là, fait que, super. Bon, donc, là, ce que j'entends, c'est que oui, ce serait possible, mais que ça n'en vaut pas vraiment la peine. Fait que je serais curieux d'entendre comme un peu des chiffres par rapport à ça, par rapport à c'est où qui est intelligent d'aller par rapport, tu sais, on a le code du bâtiment qui est à un certain niveau. On peut aller plus loin qui est, bon, disons, la haute performance. Puis là, il y aurait l'ultime, tu sais, ultra isolé, ce que vous dites qui ne vaudrait pas la peine. Fait que, en chiffres, soit tu l'as nommé un petit peu en dollars par mois, mais soit en valeur isolante par rapport au code du bâtiment pour que les gens se situent.
Je serais curieux d'explorer ça avec vous. Oui, vas-y. Je pense que l'étanchéité, c'est absolument primordial. Si je pouvais changer quelque chose dans le code aujourd'hui, ça serait de mettre un cible d'étanchéité à l'air. Ça serait vraiment la meilleure chose qu'on pourrait avoir qui aurait une garantie d'une meilleure performance. Pour le je pense aussi, il faut c'est le fun de parler de tout ça, mais la réalité pour tous les clients, c'est un côté budgétaire. Oui. Puis il y a des morceaux de la maison qui sont très faciles à changer dans le temps, puis il y a des choses qu'on veut juste plus jamais y toucher. L'enveloppe du bâtiment est une des affaires qu'on ne veut juste plus toucher à l'enveloppe. Mm-hmm. Les fenêtres sont changeables si on a besoin. Si on n'a pas, on peut toujours aller 10 ans plus tard puis de changer une fenêtre, mais d'aller rendre étanche à l'air ou de rajouter de l'isolation 10 ans plus tard, c'est quasiment comme refaire la maison. Fait que je pense que c'est important quand on parle de budget parce que dans mon expérience, c'est toujours le budget qui compte dans les bâtiments. Puis il faut en parler, qu'il faut prendre des choix et il faut être capable de faire une distinction entre qu'est-ce qui est permanent et qu'est-ce qu'on peut aller retravailler par après, plus facilement par la suite. Sans défaire quelque chose de bon qu'on a déjà fait. Mm-hmm. Un comptoir de cuisine, c'est si facile à changer. Juste une petite histoire, j'avais fait une maison pour des clients l'année passée. Il y avait vraiment un très petit budget. Ils ont acheté toutes leurs fenêtres sur Kijiji. Ils ont payé 500$ pour toutes les fenêtres avec l'idée que dans les prochains 10 ans, ils vont en changer une par année. OK. Alors, d'enlever une fenêtre puis de reposer une fenêtre, si on sait que ça va se passer, il n'y a pas beaucoup d'impact sur l'étanchéité à l'air. C'est très contrôlé. C'est un espace très contrôlé. Tu peux tout... OK. Mais ils ont un bâtiment qui performe très, très bien. Parce qu'il y a des choses qu'on ne veut juste pas défaire. Comme les comptoirs de cuisine, c'est aussi changeable. Il y a plein de choses qu'on peut faire par après dans une deuxième, troisième, quatrième phase. C'est quoi les avantages? C'est quand même plus de travail, s'assurer que la maison est étanche, bien construite. Pourquoi les gens qui regardent ici, regardent l'émission, auraient un intérêt? C'est quoi les avantages d'avoir une maison haute performance, qu'on pourrait dire? C'est le confort. Souvent, on parle des maisons pendant l'hiver qui sont très secs. Mm-hmm. Oui. Une maison performante n'a jamais ce problème-là. Parce que la raison pourquoi les maisons sont tellement secs l'hiver, c'est parce qu'il y a tellement de chauffage qui roule à temps plein que l'air devient sec. Oui. Mais si tu descends les besoins de ton chauffage, tu élimines ce problème-là. C'est vraiment le confort. Puis, tu sais, monter une montagne ou aller faire de la pêche à la glace. Ouais. Tu sais, souvent, les gens ils disent « Ouais, mais pourquoi je vais mettre plus d'isolation? » J'ai dit « Si on va faire de la pêche à la glace, j'ai de la misère à voir que tu vas te plaindre que ton manteau est trop gros. » Ouais. Puis c'est juste ça. Puis, c'est tout le confort. Mm-hmm. Fait que c'est ça l'avantage principal. Ah oui. L'argent qu'on sauve, c'est un bonus. C'est un bonus. C'est pas ça. Okay. On le fait pas pour sauver de l'argent. Surtout pas au Québec, vu que l'énergie est peu chère. Mais c'est sûr que... Il y aurait des endroits dans le monde où est-ce que ce serait si on compare, mettons, j'étais en Belgique l'automne passé, puis à Bruxelles, le code du bâtiment est devenu la certification Passive House. OK. Donc, eux, ils disent... Mais c'est sûr qu'ils ont une problématique énergétique. Oui. Ils en manquent de l'énergie. C'est ça. Quand je leur ai dit que nous, on en gaspille à chaque année... Ils ne comprenaient pas ce qui se passe. Ils ne comprenaient pas du tout. Une maison haute performance, ça coûte sûrement plus cher. J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Comment ça coûte de plus? Puis comment vous le voyez? Puis comment vous justifiez que ça vaut la peine par rapport au code qu'on disait qui est peut-être 2 fois moins bien isolé, étanche et tout ça? Si on commence à voir l'énergie comme une hypothèque, il n'y a personne qui va aller emprunter de l'argent sans magasiner son hypothèque. Parce qu'il va aller courir après 1, 2, 3% parce que c'est moins cher. Si on considère que nos factures d'hydro, c'est une hypothèque à vie qui finit jamais, qu'on paye à tous les mois à vie, puis on le met dans cette optique-là, tout d'un coup, on se rend compte que 2-3%, ça commence à faire une grosse différence là, à vie. Fait que l'argent, c'est dur à vendre une maison efficace, énergétique, saine, à cause de l'argent. C'est pour ça que je pense... Le coût initial du bâtiment qui est... Oui, tu sais, je pense que c'était...
la question précédente qui était pourquoi le faire, je pense, et c'est pour ça que je pense que tout le monde, il n'y en avait pas un de nous qui disait c'est parce que tu vas sauver du cash. Ouais. Mm-hmm. Parce que c'est pas vendeur. Ouais. Parce que c'est dur à voir parce que c'est tellement beaucoup d'argent qu'on dépense quand on achète une maison. Puis ça, c'est beaucoup d'argent. Ben oui, c'est le plus gros investissement pour la plupart des gens. C'est confortable, c'est sain, ça va durer beaucoup plus longtemps. Le bonus, c'est que si tu le fais, tu vas aussi sauver de l'argent. Mm-hmm. La preuve est là. Et c'est pas une preuve de science, c'est juste de la comptabilité. Oui, c'est ça. Ouais, cool. Et c'est là l'éducation qui est importante entre le coût d'achat et le coût de possession. Oui, absolument. Mm-hmm. Puis, de savoir qu'il y a une grosse responsabilité au client, à la personne qui veut se faire construire une maison, parce que c'est souvent nous qu'on se fait dire, c'est trop cher. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire pour descendre le prix? Puis ma réponse, c'est que qu'est-ce qu'on enlève? Oui, c'est ça. Puis, tu sais, de faire une maison hyper performante à un bon prix, même prix que le code. Ouais. Si le client me disait « fais-moi une maison », puis ça, c'était la discussion, ouais. je dirais combien de chambres à coucher. Ouais. Parfait, je m'arrange avec. Reviens dans 6 mois, je te fais ta maison, puis ça va te coûter à peu près le même prix du code. Ouais. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est parce qu'ils veulent des affaires spécifiques. C'est parce qu'ils veulent beaucoup de choses. Puis ils veulent des checks, puis ils veulent des galeries, puis ils veulent... Puis c'est correct, parce que c'est tout l'argent que tu as au monde et c'est ton rêve. Fait que il faut que tu aimes ta maison, parce qu'une maison que tu n'aimes pas est toujours trop chère. Oui. Mais en même temps, de comprendre que le vrai contrôle sur les dépenses d'une maison reste avec le client et eux, qu'est-ce qu'ils vont emmener à la table. C'est bien beau tous ces avantages, mais est-ce qu'il y a des désavantages aussi? Est-ce qu'il y a des désavantages à construire une maison haute performance? Ou y a-t-il un point où ça devient avec des désavantages, par exemple? Je pense que dans notre industrie, traditionnellement, tout le monde reste dans leur coin puis ils ne se parlent pas, mais de plus en plus, je vois qu'il y a beaucoup plus d'ouverture à jaser entre entrepreneurs, puis de partager des connaissances, puis de partager des nouveaux matériaux, puis des ci, puis des ça, parce qu'en bout de ligne, tout le monde, c'est l'avantage à tout le monde. Tu sais, le pourcentage qu'on parlait de plus, c'est pas selon mon expérience, c'est pas nécessairement plus... tout dans les matériaux. C'est le temps que ça prend de bien faire ça. Ouais. C'est là la différence de prix. C'est pas juste il y a plus d'isolation. Tu sais, une maison soufflée à cellulose, code versus Passive House, il y a peut-être 5 000 $ de plus d'isolation. Ouais. C'est pas 400 000. C'est pas là que ça change. C'est pas le gros manteau qui change. C'est la minutie de bien faire le travail. C'est là que ça change. Puis une chose que moi j'entends souvent, qu'on entend parler dans le domaine, c'est justement la maison haute performance. Peut-être pour certains, c'est parce qu'on a parlé que c'était plus sain. Mais d'autres diraient ouais, mais tu sais, c'est tellement étanche que ce n'est pas sain, justement. Fait qu'est-ce que vous pensez de ça? Puis qu'est-ce que vous avez à dire à ce propos-là? Vu que la maison ne respire pas. Je peux commencer. Vas-y, William. Vas-y, laisse-toi aller. Une maison ne devrait pas respirer. Une maison devrait sécher. Point final. Si tu engages un entrepreneur puis tu lui demandes comment est-ce que ton mur va sécher puis il n'est pas capable de répondre à la question, c'est problématique. La respiration de la maison se passe avec soit tu ouvres des fenêtres ou ton échangeur d'air, point final. Les murs ne devraient pas respirer. Ils devraient sécher, mais pas respirer. Il y a un problème dans ça. On ne veut pas que l'air passe à travers les murs. Puis quand on dit sécher, juste pour être clair pour les gens qui nous écoutent, c'est que dans le fond, il y a un où l'agencement des matériaux permet de se sécher par lui-même naturellement. Et au Québec, c'est vers l'extérieur. Ouais. Juste pour dire qu'on sèche vers l'extérieur ici au Québec. Et c'est... Perfection n'existe pas. Dans 15 ans, quelqu'un va afficher quelque chose au mur puis va faire un trou à quelque part où il n'est pas supposé. Ça arrive. On ne peut pas présumer qu'il ne va jamais avoir de l'humidité qui va rentrer dans nos assemblages. La problématique arrive, c'est quand l'humidité rentre et il n'est pas capable de sortir, il n'est pas capable de sécher. C'est ça le problème.
Puis d'ailleurs, tu m'amènes très bien la prochaine question qui était très concrètement, vous avez dit que ça ne vaut pas la peine d'aller jusqu'à la zéro chauffage, zéro climatisation. Donc, le petit peu, ce qui est le fun, la maison performance, même s'il fait très froid, si on n'avait pas de chauffage pour une raison X, Y, Z, on ne meurt pas personne, on se met un gilet, puis on fait des push-ups, puis la vie est belle. Sauf que le peu de chauffage qu'on veut là, pour rester confortable à 20, 21, 22, ce serait quoi les systèmes que vous recommandez de manière très concrète? Là? C'est-tu la thermopompe? C'est-tu les plaintes électriques? C'est quoi les systèmes que vous recommandez pour les maisons de ce type-là? Pour moi, un poêle à bois, c'est comme une télévision. Il y en a que samedi soir, ils veulent avoir une télévision de 72 pouces pour regarder à la télé, puis c'est pas qu'est-ce que je fais, mais c'est ça qu'ils veulent, c'est parfait. Ouais. Il y en a qui aiment avoir un foyer de bois parce qu'ils aiment l'odeur, puis ils aiment voir ça. C'est correct, mais de savoir qu'il y a une forte possibilité qu'il va falloir ouvrir une fenêtre parce qu'il va faire trop chaud. Mm-hmm. C'est sûr que quand il y a une panne d'électricité, ben ils vont mettre un petit mot. Tu vas mettre un petit peu de bois d'allumage, puis il va faire assez chaud. mais comme Benoît disait, on réduit nos besoins, puis là, on s'en fout un petit peu de comment on chauffe. Ouais, okay. C'est sûr que les mini-splits, les thermopompes sont hyper efficaces. Tu as beaucoup plus de wattage de chauffage qui sort pour chaque watt que tu mets, mais de faire attention aussi parce que le réfrigérant qui passe dans ces affaires-là est hyper polluant si tu as des fuites. Là, tu entends d'en parler des gens qui font recharger leur système de climatisation aux années, là, puis c'est des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de carbone. Là. Okay. Fait que, oui, c'est bon, sauf que la meilleure chose, c'est de mettre un gros manteau puis de bien l'attacher. Ça, c'est la maison. Ben, c'est comme, je reviens encore à la pêche à la glace. Est-ce que tu es mieux d'avoir un petit manteau avec un veste, avec une batterie qui est électrique? Ouais. Puis là, après 8 heures, ben tu gèles. Ouais. Ou bien, tu as juste un gros manteau que tu attaches, puis... Tu es tout le temps bien. Puis tu es toujours bien parce que ton moteur, il produit de la chaleur. Est-ce que c'est possible de rénover des maisons actuelles en haute performance ou du moins plus performante? Ou c'est quoi qui est possible de faire avec ce qui est déjà construit? Quelqu'un qui a acheté une vieille maison puis a trouvé de l'amiante dans son grenier qui avait tombé dans ses murs. Fait que lui, il a fallu tout arracher l'intérieur. OK. Puis il n'y a pas le budget de tout bien faire d'une shot. Fait que là, on rentre dans la discussion de comment on va diviser ça dans des phases. Fait qu'on va faire qu'est-ce qu'on peut à l'intérieur, puis on va vraiment travailler sur l'étanchéité à l'air le plus qu'on peut. On va mettre l'isolant qu'on peut. Puis dans 10 ans, quand il va y avoir des sous pour refaire l'extérieur, bien là, la deuxième phase va embarquer où on va en rajouter à l'extérieur. Okay. Mais pour ça, on ne vire pas fou sur le volume d'isolation pour l'instant parce qu'on sait que dans le long terme, ça va se passer. Mais on vise vraiment plus sur l'étanchéité à l'air. Okay. C'est vraiment... Si on le fait de l'intérieur, c'est parce qu'on ne veut pas perdre tout le pied carré. Ouais. C'est là l'enjeu où le Larsen Truss est super le fun parce qu'on ne perd aucun pied carré à l'intérieur de la maison. C'est rajouté de l'extérieur. À quoi va ressembler ou à quoi voudriez-vous que ressemble le Québec au niveau de l'habitation dans les prochaines années? On regarde 5 ans, 10 ans. C'est quoi le juste milieu? C'est quoi qui est pertinent qu'on pourrait, mettons, amener à grande échelle, disons, qui serait pertinent grand public d'ici 10 ans, par exemple, dans votre vision? Puis si on parle vraiment juste Québec, là? Ben ouais, Québec, mais je suis intéressé si tu as maximum 1 ou 2 minutes, là, mais pour le monde. Là, mais... Le code, on a besoin que le code nous guide parce qu'en bout de ligne, on peut faire toutes sortes d'éducation, on peut faire tout ce qu'on veut, mais si le code permet de faire ça, beaucoup de maisons vont toujours se faire au code. Ouais. Puis l'autre chose, puis je vais me faire tuer par tout le monde qui travaille dans l'industrie, mais on a besoin des inspections. OK. On n'a aucune inspection ici au Québec du bâtiment. On se fie à la CCQ que tout le monde aille, qui sont qualifiés. Fait que si vous êtes qualifié, vous allez bien faire ça. On est les seuls, je pense, peut-être au monde qui travaillent comme ça et ça ne marche pas. Uh-huh. On a besoin d'avoir une manière d'avoir que la loi, le code, soit augmenté. Moi, je pense personnellement de rajouter, comme ils ont fait au Vermont,
un cible d'étanchéité à l'air, puis Ouais. toutes les maisons Doit doivent être se ça. faire inspecter, ils doivent se passer ça. Test Ça d'infiltrométrie. devrait être dans tous les contrats de construction, d'avoir une exigence de test d'infiltrométrie et d'avoir de l'inspection. Puis d'avoir l'inspection, ça veut dire que le monde qui inspecte, ils doivent comprendre un petit peu plus la science du bâtiment. Je pense qu'il y a aussi un petit peu de travail à faire côté du financement des bâtiments parce qu'il n'y a aucune reconnaissance avec les banques pour les bâtiments à haute efficacité. Ce qui fait pas vraiment de sens parce que c'est plus sécuritaire pour eux parce que le bâtiment va durer plus longtemps. Oui, mais la façon qu'ils financent les maisons, et ça devient de plus en plus difficile d'avoir le financement pour les maisons, ils ne reconnaissent pas le 5 ou 10 % de plus que ça coûte. Fait que ça veut dire que ça rend beaucoup plus difficile pour les clients, des fois, de le faire. De le faire parce que la banque il dit « Ouais, mais nous autres, une maison, c'est une maison. » Puis c'est pas vrai. Fait qu'il y aurait du travail à faire côté financement aussi pour permettre aux clients d'aller chercher un petit peu plus d'argent pour bien faire ça. Super. C'est comme s'ils disaient aux gens, vous n'avez pas les moyens d'une maison de qualité, mais qui réellement coûte moins cher par mois. Oui. Alors réellement, des fois, tu dis, si tu n'as pas les moyens d'une maison neuve... Puis si tu vas acheter une maison existante, il te demande les taxes, il te demande c'est combien, puis il te demande c'est quoi tes coûts énergétiques. Fait que déjà, ils comprennent le concept, mais ils ne l'appliquent pas à de la construction neuve. C'est très intéressant, ça. Ça pourrait voir le jour, je pense. Ça semble très réaliste. Ça prend l'éducation puis qu'ils le fassent. Mais hey, merci beaucoup. Un dernier tour, là, en quelques secondes, comment on fait pour vous suivre, vous trouver sur Internet, si on veut en savoir plus sur vous? www.benoitlavigueur.com et puis donc j'ai la chance de participer à plusieurs formations avec Solutions RA et cohabitation. Cool, merci. www.constructionrocket.com. Cool. Et je fais des formations aussi avec Solutions RA. Cool, super, merci. Notre site internet www.econovation.ca. On est très actifs aussi Facebook, Instagram, fait suivre l'évolution de tous nos projets qu'on réalise. Puis on formation accès solidaire. Super. Merci.